Bonjour mesdames, messieurs, à cette deuxième journée du colloque pauvreté. Hier, nous nous sommes penchés sur les différents champs de tension qui traversent et rendent l'accompagnement social en lien avec la pauvreté incertain. Aujourd'hui, la journée sera consacrée aux moyens d'action de l'intervention et en les interrogeant sur leur potentiel et leurs limites en termes de méthodes, programmes, objectifs, etc. Mais avant de passer au vif du sujet et d'introduire le premier intervenant, j'aimerais vous signaler une feuille qui est sur la chaise. C'est un petit correctif du programme. Malheureusement, il y a eu une petite erreur. Madame Jochel Anhorn a bel et bien une biographie à elle, comme vous le verrez dans le programme. Donc, sans tarder, j'ai maintenant le tout grand plaisir de pouvoir passer la parole au premier intervenant de cette journée, Monsieur le conseiller d'État Pierre-Yves Maillard, chef du département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud. À vous la parole. Avec les flèches, là, ouais. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence pour ce colloque et de votre intérêt pour cette question de la politique sociale. Évidemment, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de votre métier de tous les jours, donc c'est bien d'avoir de temps en temps l'occasion d'y réfléchir et de pouvoir, au fond, non seulement faire quelques bilans, mais aussi regarder ce qui est devant nous. Je vais essayer d'être court pour laisser l'occasion d'un petit échange à la fin. Je dois absolument partir à 9h30 pile, donc on va essayer de faire tout ça dans un délai très serré. J'ai amené ici quelques slides, pas trop, qui sont tirés de notre rapport social, qui est sorti il y a quelques semaines. J'imagine que vous le connaissez tous par cœur. En tout cas, c'est un énorme travail qui a été fait par l'équipe du secrétaire général, que je remercie beaucoup. On a aussi eu le concours du SCRIS et de l'ACI pour essayer de non seulement mesurer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi ces dernières années, mais aussi pour essayer de mesurer l'impact de cette politique sociale sur le revenu disponible des différentes catégories de la population. Et ce travail, je suis très heureux qu'on ait réussi à le faire parce que ça paraît simple, mais en fait, ça a été un très, très gros travail pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Les éléments saillants de ce rapport, c'est ceux que je voudrais vous montrer ici. Vous avez deux graphiques. Je commence par celui qui est à votre gauche, où vous constatez les colonnes. Les colonnes, c'est la variation du PIB. Vous voyez que le canton de Vaud vient de traverser une décennie de magnifique croissance économique. On a eu, pendant toute cette période, une croissance économique moyenne de 2,6%. Et ce qui est aussi très remarquable, c'est que cette croissance économique de 2,6% a été supérieure à la croissance économique suisse, ce qui, pour les régions romandes, était assez atypique. On a connu, pendant les années 90, en tout cas, une stagnation économique et parfois même des périodes de récession qui étaient beaucoup plus marquées qu'en Suisse alémanique. Donc on a eu cette décennie où, chaque année, en moyenne, on prenait 0,7% de croissance en plus que le reste de la Suisse, qui elle-même était un îlot de croissance pendant ces années-là, en tout cas dans l'ensemble européen. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir ce que ça donne sur le marché du travail. Parce qu'intuitivement, on se dit, s'il y a une croissance économique, c'est que ça règle les problèmes d'intégration et ça permet à chacun de trouver du travail. Parce qu'évidemment, cette croissance économique, elle a créé de l'activité et elle a créé des places de travail. On estime que chaque année, on avait entre 4 et 6 000 places de travail supplémentaires créées dans le canton de Vaud. Donc c'est vraiment une croissance économique liée à une croissance du volume de places de travail disponibles. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le taux de chômage ne s'est pas réduit. Il est resté autour des 4%, 3,5-4%. Et puis surtout, il a remonté à partir de... Il avait connu une baisse jusqu'en 2008, mais à partir de 2008-2009, on a un taux de chômage qui remonte et qui reste à un niveau relativement élevé. C'est tout à fait remarquable comme situation, c'est assez atypique.
Et ça a probablement pas mal à voir, les deux phénomènes, avec la libre circulation des personnes. C'est clair que la libre circulation des personnes a été un facteur de croissance économique, sans doute, parce que nous n'aurions pas eu toute une série de développements d'entreprises dans notre région sans la capacité de recourir à de la main-d'œuvre qualifiée autant que de besoin pour ces entreprises. Mais ça a aussi créé un marché du travail beaucoup plus compétitif, beaucoup plus concurrentiel, au sein duquel les gens qui ont moins de qualifications, qui sont plus âgés, ont plus de peine à trouver, paradoxalement, du boulot. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater l'évolution du chômage en fin de droit. Parce que ça, c'est encore une autre façon de regarder le chômage. Quand vous regardez le graphique qui est à votre gauche, vous vous dites, bon, c'est remonté. Si on regarde 2009, ça, c'est le nombre de chômeurs en fin de droit. On est à moins, ici, on est à moins de 200 chômeurs en fin de droit par mois, 180 chômeurs en fin de droit par mois qui sortent des ORP dans le canton de Vaud. Et ce n'est pas Mathusalem, hein, c'est 2009. Et vous voyez où on est aujourd'hui. 2016, on est à plus de 400 chômeurs en fin de droit qui sortent chaque mois des ORP. Ça veut dire qu'on est passé en moins de 10 ans, en 7 ou 8 ans, de 2000 chômeurs en fin de droit chaque année à près de 5000 chômeurs en fin de droit. Quand vous savez que le nombre de dossiers à l'aide sociale, c'est environ 16 à 17 000, vous voyez la sensibilité que pèsent ces 5000 chômeurs en fin de droit chaque année sur l'effectif de l'aide sociale. Et d'avoir tenu avec un taux d'aide sociale relativement stable pendant cette décennie, bien sûr, le nombre de dossiers a augmenté, mais si on rapporte ce nombre de dossiers à la démographie, on est dans un taux d'aide sociale qui est quasiment identique aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans. Donc d'avoir tenu avec un taux d'aide sociale stable dans un phénomène pareil, où on a plus qu'un doublement des gens qui sortent du chômage sans avoir retrouvé du travail, c'est probablement un sacré exploit. Ça veut dire qu'on a réussi, avec notamment des politiques d'insertion, à permettre à des gens que les ORP et que le dispositif chômage n'avaient pas pu réinsérer, de quand même retrouver une chance de réinsertion. C'est notamment vrai pour les jeunes, je crois, mais ce n'est pas seulement le cas pour les jeunes. Donc ça, c'est quand même la donnée très, très centrale qui sort du rapport social et qui permet quand même un tout petit peu de contrer quelques attaques sur le fait qu'au fond, c'est la politique sociale qui créerait le recours à l'aide sociale. Hein, ce serait notre générosité qui ferait que les gens se décident à aller à l'aide sociale. Quand on voit ce schéma-là, on voit bien que c'est pas le cas. Et que c'est vraiment un problème d'intégration sur le marché du travail d'une partie de la population dans une économie relativement dynamique. Pour tordre le cou une fois pour toutes à cet argument selon lequel ce serait la prétendue générosité de l'aide sociale, dont on n'a d'ailleurs jamais augmenté les normes à peu près, sauf un tout petit peu dans le domaine du loyer et encore, on les a un peu adaptés. Mais il faut se visualiser, c'est ce que je dis. Il faut imaginer donc quelqu'un qui travaille, puis qui se dit, tiens, si j'allais à l'aide sociale, parce qu'on y est tellement mieux. Hein, ce serait ça le discours. Donc cette personne devrait déjà démissionner. En démissionnant, elle aurait une pénalité à l'ORP. Probablement, elle devrait déjà vivre à peu près 1 ou 2 mois sans aucun revenu. Ce serait déjà une première sanction. Ensuite, elle devrait vivre pendant toute la durée de l'indemnisation du chômage avec 20 ou 30% de revenus en moins. À la fin, s'il lui reste encore quelque chose sur son compte en banque, elle devrait le vider. Et alors seulement, elle trouverait le Graal, qui serait l'arrivée à l'aide sociale vaudoise, n'est-ce pas? Ça, c'est concrètement ce que ça signifie quand on nous dit que l'aide sociale est attractive et qu'elle poserait le problème. J'ajoute évidemment que vous constatez ici le choc de la dernière révision de la LACI. C'est aussi ça qui a fait grimper ce taux de chômage en fin de droit, parce qu'avec la dernière révision de la LACI en 2009, on a perdu à peu près 20% de durée d'indemnisation, puisqu'on était encore à 520 jours d'indemnisation. Voilà la réalité de cette politique. Alors maintenant, l'autre aspect, donc ce premier message pour dire au fond notre politique de réinsertion à partir de l'aide sociale. Il faut savoir que c'est une innovation. Avant le RI, il y avait le RMR, mais pour les gens à l'aide sociale, on n'avait pas de stratégie de réinsertion. Je rappelle souvent ce chiffre. En 2004, le budget de l'insertion socio-économique, sociale, peu importe comment on l'appelle, était de 1 million de francs et consommé à 50%.
Donc les dépenses réelles de 2004 pour l'insertion, c'était 500 000 francs. Aujourd'hui, M. Spagnolo, notre budget doit tutoyer les 40 millions, je crois. 40 millions. Donc on a multiplié par 40 le budget en 10 ans. Et comme on le dépense, cette fois, c'est 40 millions, on a donc en fait multiplié la dépense pour l'insertion par 80. Alors, c'est des gros chiffres. Comme on partait de très très bas, c'est facile de faire de grosses multiplications. Mais quand même, il faut voir qu'on a investi chaque année près de 40 millions pour des mesures d'insertion socio-professionnelle. Et on en mesure l'impact. On considère que 50% des gens qui passent par ces mesures ont un débouché, soit en termes de formation, soit en termes d'emploi. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on n'a pas eu cette explosion du taux d'aide sociale et qu'on est un des cantons qui a la croissance de son taux d'aide sociale la plus faible, en tout cas ces 5 dernières années. Voilà pour la question de l'insertion. Évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je passe à un autre aspect de la politique sociale, c'est l'aspect du soutien aux revenus disponibles des ménages. Ici, vous constatez que on a divisé la population en 10 tranches, en partant de la tranche qui a le revenu le plus bas jusqu'à celle qui a le revenu le plus haut. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette décennie de croissance est là en revenus disponibles après paiement des impôts, des primes d'assurance maladie, du loyer, est là quand même permis à peu près la totalité de la population vaudoise d'avoir un revenu disponible supérieur. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on sent les choses, c'est un peu contre-intuitif, mais enfin c'est ce que donnent les chiffres. Mais on voit qu'évidemment, le décile le plus bas, qui a les revenus le plus bas, lui, il a tout juste préservé son pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la réalité de cette économie qu'on connaît, où on a une distribution des revenus, alors dans notre pays, relativement homogène sur les 8 déciles les plus hauts, mais vous voyez que pour le deuxième et le 3, pour l'avant-dernier et le dernier décile, là, on a plutôt une pression. C'est là que s'est jouée la pression sur les salaires, mais quand même, ça a permis au moins de préserver le pouvoir d'achat. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça serait sans, pardon, je reviens en arrière, sans les mesures de politique sociale. Si on n'avait pas eu les actions de politique sociale, le revenu du décile le plus pauvre aurait baissé de 10%. Donc on arrive à la stabilité grâce aux politiques sociales. On a 2014 qui ramène un peu au-dessous de la ligne, mais on n'est qu'à 0,6% de baisse. Mais sans les mesures de politique sociale qu'on a développées, PC Famille, soutien aux allocations familiales qui auront au 1er janvier 2019 quasiment doublé par rapport à ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Les PC Famille, évidemment aussi le fait que le RI a reçu toute une série de personnes en plus et a stabilisé leurs revenus, eh bien, on aurait 10% de perte de pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que sans les mesures sociales, ici, on se trouverait à peu près au même niveau, mais on se trouverait à près de 10% en dessous. La croissance, là, elle n'est pas énorme, elle est de 6%, mais on se retrouverait ici, avec cette courbe-là. Juste pour se donner une idée de ce qu'on a réussi à faire avec cette politique sociale, et aussi pour montrer qu'on n'a pas, au fond, arrosé de générosité les 10% ou les 20% les plus pauvres du canton. Ce n'est pas que, malgré les efforts, parce que pour atteindre ça, c'est près de 600 millions de dépenses sociales en plus, toutes choses étant égales par ailleurs. Et sans compter les allocations familiales qui, elles, amènent encore 100, dans ces catégories-là, probablement une bonne soixantaine de millions. Les allocations familiales, elles ont augmenté d'à peu près 200 millions pendant cette période. Donc on a là des revenus de transfert importants, mais c'est juste pour préserver le pouvoir d'achat des milieux les plus modestes. Si on ne le fait pas, si cette politique sociale redistributrice ne se fait pas, on creuse encore plus les inégalités et on appauvrit toute une partie de la population. Voilà, vous voyez ici les calculs du taux de pauvreté. Il reste de la pauvreté dans notre canton, malgré la politique sociale qu'on conduit, c'est clair. Mais on voit aussi, on peut mesurer l'impact de cette politique sociale sans cette distribution de revenus de transfert. Nous aurions 8,7% de taux de pauvreté et avec, nous arrivons à contenir ce taux en dessous de 5%. Au niveau suisse, on le calcule autour de 7%. Simplement, ici, il faut savoir qu'on s'est concentré sur les ménages qui travaillent, donc on est dans les moins de 65 ans.
Donc la partie de la population sur laquelle on applique ces calculs n'est pas exactement la même que sur les calculs de l'OFS. Mais enfin, on peut considérer qu'en tout cas, malgré une situation sur le marché du travail qui reste tendue, malgré un chômage plus élevé dans nos régions que dans le reste de la Suisse, on maintient notre taux de pauvreté au moins au niveau, voire en dessous de ce qu'il est dans le reste de la Suisse. Là aussi, je pense que c'est le résultat de la politique sociale. Voilà les bilans qu'on peut tirer. Alors, la dernière législature, ça a été l'introduction et le développement des PC familles. Les premières dépenses des PC familles, c'était 7 ou 8 millions. On en est aujourd'hui à 60 millions. PC famille rente-pont, on en est à 60 millions. Au début, on faisait des excédents par rapport à la cotisation sur les dépenses. On a stocké un peu de réserve. Maintenant, aujourd'hui, on est pile à peu près à ce qu'on avait dit dans la campagne. C'est-à-dire qu'on a bien 4 quarts qui financent ce régime. C'est un quart des cotisations employeurs, un quart des cotisations employés, un quart le canton, un quart les communes. On est à 60-70 millions de dépenses, avec un nombre de ménages qui est un peu en dessous de nos projections, mais qui commence à tutoyer les 4 000 ménages maintenant. Il faut considérer que c'est 12 à 15 000 personnes. Donc on a bientôt la moitié de gens aidés par les PC familles par rapport à l'effectif de gens aidés par l'aide sociale. Donc c'est quand même un régime qui devient important en termes de population aidée. Et puis c'est aussi un régime qui nous a aidés à stabiliser les dépenses de l'aide sociale. Et puis on a la rente-pont, là c'est environ 700 personnes qui en bénéficient. Sur la durée, comme c'est des durées courtes, la rente-pont c'est de 1 à 2 ans, on a probablement pas loin de 2000 personnes qui ont pu terminer leur vie professionnelle par un statut de pré-retraité plutôt que de personnes émargeant à l'aide sociale. On a introduit, Forjad Formad, c'est maintenant systématisé. Les premiers enseignements qu'on a de la nouvelle LASV, c'est qu'on a une baisse de près de 40% des jeunes qui entrent à l'aide sociale depuis le début de l'année. Ce n'est pas encore parfaitement au point. Notamment, le transfert vers les bourses doit encore être amélioré. On y travaille, on essaie d'écouter les remontées de terrain pour améliorer ceci. Mais on est vraiment ici dans un phénomène de début vraiment de politique qui oriente vraiment les jeunes vers la formation plutôt que l'aide sociale. On a aussi connu cette année, on est pour la première fois depuis bientôt 2 ans, à nouveau sur les chiffres de septembre, dans une légère baisse, très légère, 0,01%. Mais enfin, on est dans une stabilité, on va dire, du nombre de gens, du nombre de dossiers à l'aide sociale entre septembre 2017 et septembre 2016. Donc sur une année, on a au mois de septembre le même nombre de gens à l'aide sociale qu'au mois de septembre 2016, mais comme la croissance de la population, c'est environ 1%, on peut dire qu'on a une baisse du taux d'aide sociale de septembre 2017 à septembre 2016, ce qui est là aussi assez atypique, et je pense qu'il y a en partie dû à cette politique sur les jeunes. Et on a aussi sorti, puisqu'on a amélioré dans la dernière LASV, on a amélioré l'accessibilité à la rente-pont. On peut désormais entrer à la rente-pont 4 ans avant l'âge AVS et plus seulement 2 ans avant l'âge AVS si on a des normes de fortune qui correspondent à celles de l'aide sociale. Donc avec ça, on a aussi eu un certain nombre de dossiers qui ont été transférés. Les subsides la malle, alors on est à la veille d'un Big Bang, disons. J'espère qu'on arrivera à le maîtriser. C'est le passage à la limite des 10%. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 620-630 millions de budget de subsides la malle. Quand je suis arrivé, c'était 260 millions. Donc vous voyez un peu l'effort qu'on a fait. Ce budget va devoir augmenter pour permettre de garantir, normalement, si on confirme la date de l'entrée en vigueur du paquet RIE3 vaudois, eh bien, théoriquement, nous devons garantir que les ménages soient protégés contre le risque de payer plus que 10% de leurs revenus pour l'assurance maladie, calculé sur la base d'une prime moyenne pour une franchise moyenne, entre 1 000 et 1 500 francs, ça dépend des catégories de revenus. C'est un choc budgétaire qui ne va pas être simple à digérer, mais notre canton dégage encore des excédents, ça devrait être possible. En tout cas, le Conseil d'État va confirmer ces engagements-là prochainement. C'est aussi évidemment un élément qui a stabilisé, je suis au bout, 20 minutes, encore 2 minutes,
qui a stabilisé le pouvoir d'achat. Pour la suite, je finis là-dessus. Nous avons 3 grands dossiers enclenchés. Je vais les citer de manière très sommaire. D'abord, généraliser des unités communes ORP-CSR pour les gens qui sont en démarche d'insertion depuis l'aide sociale. On a testé ce modèle à Lausanne. C'est l'IDEAP qui a fait une étude longitudinale, avec toutes les précautions scientifiques, avec un groupe pilote, un groupe témoin. Les conclusions sont bonnes, je peux déjà vous le dire. Le rapport sera publié prochainement, probablement fin octobre, début novembre. Les conclusions sont favorables. On a un impact sur la capacité de réintégrer les personnes sur le marché du travail meilleur dans le groupe qui a été géré en unité commune que celui qu'il a été en groupe séparé. C'est d'ailleurs pas très étonnant, hein, disons. On pouvait aussi l'imaginer sans l'étude, mais c'est mieux de le savoir après une étude, parce qu'en travaillant ensemble, ça paraît pas illogique qu'en travaillant ensemble, les conseillers en placement, des assistants sociaux soient plus efficaces qu'en travaillant de manière séparée, même si évidemment des contacts existaient. Mais d'être physiquement ensemble, pouvoir développer une stratégie ensemble, c'est évidemment bien meilleur. On a aussi renforcé le taux de soutien par des conseillers ORP par rapport à la pratique habituelle. Alors notre idée maintenant, c'est de généraliser. Et au moment où on va généraliser cela, ce que nous envisageons de faire, c'est d'aller plus loin. Parce que les gens sont quand même encore suivis par 2 administrations. Pour l'insertion, par les conseillers ORP et les assistants sociaux. Mais pour les décisions administratives relatives à l'aide financière, ils continuent d'être suivis par le CSR. Et notre idée, c'est que si on développe sur tout le territoire, il faut faire des unités communes où tout le monde se retrouve, les AD, les AS, les conseillers ORP, et que la personne n'ait qu'une administration pour tous ses besoins. On va aussi essayer d'en profiter pour tester des simplifications du régime, parce qu'on pense que quand on peut vraiment être dans une démarche d'insertion, il y a aussi des simplifications à faire dans les CSR, eh bien, on doit pouvoir alléger un tout petit peu le dispositif de contrôle administratif et donc essayer de gérer ces dossiers de manière un peu plus souple. Voilà les grands chantiers, le grand chantier qui est devant nous. L'idée, c'est de faire une entrée en vigueur de tout cela au 1er janvier 2019 pour l'ensemble du canton, avec évidemment des avancées déjà à Lausanne et à Yverdon. Lausanne devrait généraliser la pratique de l'unité commune, et puis Yverdon devrait se lancer en cours d'année. Et puis notre idée, c'est qu'au 1er janvier 2019, on bascule l'ensemble des équipes. Alors c'est vite dit, il y aura beaucoup de travail, il va falloir repositionner un peu les locaux, on aura beaucoup de choses à encore échanger sur ce sujet-là, mais je crois que là, on a un vrai potentiel, on a identifié vraiment un potentiel d'amélioration du sens aussi du travail qui est fait, même s'il en a évidemment beaucoup déjà, mais on peut encore le renforcer. L'autre chose qu'on veut essayer de faire, c'est essayer de créer des emplois dédiés aux chômeurs âgés, parce que là, on a pas mal investi pour les jeunes, mais il faut aussi s'occuper de ces chômeurs âgés en fin de droit. Ici, on doit vraiment trouver un moyen de les remettre sur le marché du travail, quitte à ce que ce soit pour des contrats à durée déterminée qui, par tournus, seraient proposés à ces chômeurs en fin de droit. Ça peut recréer des droits si ce n'est pas des emplois aidés, mais ça peut surtout redonner une petite chance de retrouver le marché du travail. On travaille là-dessus, ce sera un des projets probablement du programme de législature. Et puis le dernier point, c'est de renforcer la coopération et la collaboration d'FJC, DSAS, DEX sur la sortie de l'école. Là, on doit mieux faire. On essaye de travailler à partir de 18 ans, mais on doit mieux faire pour vraiment éviter les échecs dans cette transition. J'ai pris la responsabilité au nom du Conseil d'État de réunir tous les services qui sont autour de cette problématique et nous envisageons des mesures pour l'année prochaine, la rentrée prochaine. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à disposition pour des questions. On a 4 minutes. Ouais, on va prendre 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Pas tous les jours. Il y a une dame au fond. Ah.
Oui, bonjour et merci de la présentation. J'avais juste une question de curiosité. Au niveau des ménages, vous avez parlé des ménages par décile. Et donc, il y avait les 2 déciles les plus pauvres qui se retrouvaient en train d'essayer de gérer le quotidien. Et les 8 déciles les plus hauts étaient OK. Est-ce qu'il y a une idée du nombre de ménages par décile par rapport entre les déciles les plus pauvres et les plus riches? Alors c'est le même nombre, puisque c'est des déciles, justement. Okay. C'est les mêmes effectifs. Ouais. On a divisé la population par 10%, par tranche de 10%. Donc c'est les mêmes populations. Ouais. Par décile, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport au PC Famille. Un des buts des PC Famille est aussi que les personnes deviennent autonomes et puissent sortir des PC Famille. Il y a une mesure de coaching pour aider ces familles, donc COFA. Je voulais savoir s'il y avait un projet ou une étude qui était faite pour être plus actif, parce que des fois, au niveau de l'ORP, on ne peut plus les suivre, ces personnes. Et du coup, ils ne peuvent plus bénéficier de mesures actives, comme des cours de techniques de recherche d'emploi, ou des stages, ou de l'activation un peu plus soutenue. Ouais. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en étude ? Non, mais c'est une bonne remarque. On a quand même une évidence, on a fait un rapport aussi d'évaluation sur les PC familles qui a été fait par le bureau BAS et est-ce qu'il est encore sur le site ? Il est accessible sur le site, qui montre que la majorité des sorties des PC familles, ce qui n'était pas du tout certain avant qu'on le lance, c'est des sorties vers un revenu plus élevé. Donc la cause majoritaire de sortie du régime, c'est augmentation des revenus. Je crois pour près de 50 ou 60% des sorties, les autres, c'est des changements de canton. Il y a une part très minoritaire de mouvements dans le sens inverse vers l'aide sociale. Je crois que c'est à peine 10-15%, sauf erreur, mais de mémoire. Mais en tout cas, le fait est que c'est une majorité de sorties vers des revenus plus. Donc ça marche quand même, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. Le projet COFA marche assez bien, il a aussi de bons succès. Et on peut envisager de l'intensifier. Le concours des ORP serait effectivement une bonne chose. Ouais. Parce que plusieurs fois, moi je travaille dans un ORP, ouais. Et plusieurs fois j'ai dû fermer des dossiers parce que j'étais arrivée au bout des indemnités de chômage. Ouais. Et du coup, j'avais plus de moyens de les aider avant peut-être 2-3 ans, ouais. Jusqu'à l'ouverture d'un nouveau délai cadre technique. Et du coup, c'est des personnes qui auraient besoin de soutien et qui n'en ont plus malheureusement. Enfin, voilà. On va discuter aussi dans le cadre de l'unité commune, du développement des unités communes. L'intérêt des unités communes, c'est aussi de rapprocher un peu le service de l'emploi d'un certain nombre de problématiques sociales pour justement questionner ce genre de choses. C'est comme la question de l'aptitude ou de l'inaptitude qui évidemment, je ne sais pas si elle a du sens, mais en tout cas elle a un effet quand on perd ses indemnités chômage, mais ça n'en avait pas beaucoup quand on était à l'aide sociale parce qu'au fond... ça faisait que justement de sortir la personne de l'ORP. Donc toutes ces questions-là, il faudra qu'on les traite avec le service de l'emploi. Merci. Ouais. Oui. Oui, tu as dit au début pendant ta présentation, que depuis le début de l'année, il y a plus ou moins 40% de jeunes en moins qui entrent au RI. Ouais. Et puis, tu as commencé à dire que c'est peut-être dû effectivement à cette bascule vers les bourses d'études, mais qu'il faut affiner les données. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'on demande davantage de la contribution des parents et que des jeunes peut-être viennent moins volontiers ou qui sont plus facilement renvoyés aux parents? C'est effectivement probablement d'abord ça. C'est d'abord cet effet. L'entrée dans les MIS, je crois, a un peu augmenté, puisque donc, vous savez que maintenant, on oriente les jeunes le plus tôt possible vers les MIS, si possible dans le délai cadre de 3 mois. Et quand ils sont dans les MIS, ils sont en principe éligibles pour les bourses d'études et plus pour l'aide sociale. C'est ça le changement de paradigme de la loi. Et donc, ils sont éligibles pour l'obligation d'entretien des parents, alors qu'ils ne l'étaient pas quand ils étaient au RI. Donc, il y a peut-être un effet quand même lié à une plus grand... On a quand même développé un budget MIS plus important. Il y a probablement un des effets qui est lié à cette orientation vers les MIS. Mais il y a aussi probablement un simple effet de retenue par le fait que c'est pendant ces 3 mois, on instruit le dossier, on voit les parents... Il y a des jeunes qui peut-être renoncent à s'inscrire. Il y a peut-être des jeunes qui simplement, sachant qu'on va chercher le contact avec les parents, ne s'inscrivent pas. Je ne suis pas certain que tous les effets soient vertueux, c'est clair. Mais voilà, je voulais simplement donner ce chiffre, c'est qu'en tout cas, les effets cumulés de toutes les mesures LASV
sont quand même un effet à la baisse de cet effectif. Voilà, merci beaucoup et bonne suite de travaux. Merci beaucoup aussi à vous. Bonne continuité. Mesdames, Messieurs, on va continuer. J'ai donc le plaisir d'introduire le deuxième intervenant de cette matinée, Monsieur le professeur Vincent Dubois. Il est politique, il est politologue et sociologue, et depuis 2004, professeur à l'Université de Strasbourg. Il est aussi chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques à Paris. Il est auteur de nombreuses publications et a reçu également nombreuses distinctions, notamment pour une œuvre dont le sujet nous intéresse aujourd'hui particulièrement, à savoir son livre intitulé « La vie au guichet, relations administratives et traitement de la misère ». Monsieur Dubois, je vous donne la parole. Je me souviens comment on change ce truc. Alors, on avait dit Escape. Et puis là-haut. Changer un peu. Voilà. C'est bon. Et c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Je me réjouis de cette occasion d'échange avec vous. Donc, je vais, comme l'indiquait Pascal à l'instant, revenir sur un certain nombre de mes travaux dans la mesure où ils peuvent éclairer un certain nombre, enfin éclairer en tout cas, essayer de contribuer à vos discussions sur donc la question que vous avez appelée l'accompagnement. On pourrait utiliser beaucoup d'autres termes, le suivi, bien sûr, mais aussi parfois le contrôle ou encore bien d'autres dimensions des relations qu'entretiennent les organismes et ceux qui travaillent en matière de protection sociale et puis ceux qu'on appelle les usagers, les clients et parfois, très souvent dans le contexte français avec une connotation très dépréciative, les assistés. Donc voilà, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui en ayant un angle, un point de départ peut-être un peu particulier qui renvoie à la dimension bureaucratique de ces échanges. Et c'est ce sur quoi je voudrais commencer tout d'abord. On parle souvent de bureaucratisation du travail social, et je voudrais, en introduction, indiquer la façon dont moi j'envisage ces choses. Alors, la première manière d'envisager la question de la bureaucratisation du travail social, c'est quelque chose qui fait sans doute très largement écho à l'expérience vécue par beaucoup d'entre vous. C'est le fait que, depuis déjà assez longtemps maintenant, par exemple, la lourdeur et la complexité croissante des dossiers fassent que les travailleurs sociaux dits de terrain ont finalement des occupations et un emploi du temps avec une part prise dans leur temps de travail croissante par l'instruction des dossiers
au détriment parfois, ce dont se plaignent très régulièrement les travailleurs sociaux, de ce qu'ils estiment être le cœur de leur activité, c'est-à-dire effectivement le contact direct avec les personnes, l'accompagnement, le travail dit de terrain par opposition au travail de bureau. Donc cette bureaucratisation du travail social, elle est observable en tout cas en France depuis au moins 3 décennies, et elle est croissante en raison d'autres évolutions qui tiennent notamment à l'importation croissante des techniques managériales au sein des administrations de la protection sociale qui, en diffusant, mais aussi imposant un certain nombre d'objectifs chiffrés, d'indicateurs de gestion, de pratiques d'évaluation, font que, et ça n'est pas une évolution entièrement spécifique au travail social, eh bien, on a souvent l'impression de passer autant de temps à rendre compte de son activité qu'à l'activité elle-même, hein, là aussi parfois au détriment, souvent au détriment du contact direct et de ce qui constitue donc le cœur historique de métier du travail social, c'est-à-dire davantage un travail relationnel. Alors, ça n'est pas de ça dont je vais parler. C'est plutôt une autre manière, finalement, la façon symétrique d'envisager la bureaucratisation du travail social. Et par bureaucratisation du travail social, ici, je désignerais davantage la part prise par des fonctionnaires, des employés des administrations à des formes d'accompagnement social. Hein. Donc c'est moins le travail bureaucratique des travailleurs sociaux que le travail social, même si j'ai mis des guillemets parce que ça n'est pas du vrai travail social. Hein. Et en tout cas, les personnes qui l'assument ne sont pas véritablement formées comme telles et ne s'en pensent pas d'ailleurs eux-mêmes directement comme travailleurs sociaux, mais de fait, hein, ils réalisent des activités qu'on peut rapprocher effectivement de ce que vous appelez l'accompagnement. Alors, cette question est apparue, là encore, je vais parler à partir du contexte que je connais, qui est le contexte français, mais qui a ses spécificités, mais bon, je pense qu'on peut quand même tirer un certain nombre de constats qui sont au moins en partie généralisables, en tout cas vous me direz. Hein, c'est un phénomène qui s'est développé très fortement au moment de la crise. Ça commence à devenir très très difficile de parler du moment de crise, hein, puisque la situation de crise finalement s'installe durablement, mais en tout cas à partir du moment où effectivement la proportion de chômeurs, la part des populations pauvres, etc., a effectivement très nettement augmenté. Donc, à partir de la seconde moitié des années 80, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, et donc où un certain nombre d'auteurs ont pu noter, ont pu observer ce que Gilles Janot, par exemple, a appelé le débordement du social. C'est-à-dire le fait que, compte tenu de la demande sociale croissante, si on peut dire, hein, d'accompagnement, justement, eh bien, toute une série de services publics dits de proximité, auxquels il est assez facile de s'adresser et sans limitation finalement d'accès, en sont venus à jouer ou à rejouer un rôle d'accompagnement social qu'ils n'avaient jamais joué pour certains. Un exemple, La Poste. La Poste, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, mais une seule raison suffit à le comprendre. La Poste, en France, a une activité bancaire également, hein, et accueille très souvent parmi sa clientèle les populations les plus démunies, parce que les banques du secteur privé et concurrentiel, même si... la banque postale aujourd'hui inscrite dans la concurrence bancaire, ne veulent pas donc de ces clients qui rapportent rien, et donc les bénéficiaires des minima sociaux se retrouvent à avoir un compte à la banque. Et donc les activités bancaires de la banque postale sont l'occasion
d'un travail qui est finalement pas si loin que ça d'une forme d'accompagnement social. En tout cas, les guichetiers de la Banque postale ont été de façon croissante exposés à des demandes de conseils, de gestion de populations difficiles, etc., etc. Il y a d'autres exemples qui sont bien documentés dans la littérature. Et là, c'est pour ça que j'évoquais le fait de retrouver des fonctions sociales au sens de l'assistance et de l'aide aux pauvres, comme l'hôpital. Les urgences hospitalières sont devenues une instance de traitement de l'urgence sociale également. Voilà, donc débordement du social qui affecte évidemment très directement l'administration de la protection sociale, qui va être mon point de départ et mon point d'observation. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'en France on appelle les caisses d'allocation familiale, qui sont assez mal nommées aujourd'hui, parce que même si historiquement c'est les prestations familiales qui constituent leur domaine d'activité unique, pour des tas de raisons, les choses se sont complexifiées et toute une série d'autres prestations sont venues s'ajouter depuis le début des années 70. Il y a une trentaine de prestations qui sont versées par les caisses d'allocation familiale aujourd'hui, dont le revenu de solidarité active, qui a remplacé le revenu minimum d'insertion, donc le principal minima social, avec également d'autres prestations qui ciblent les populations précaires. Donc les caisses d'allocation familiale sont devenues l'organisme payeur qui, en France, assure l'essentiel de l'accompagnement, au moins financier, des populations précaires. Et donc c'est à partir de ce cas qui est central dans le contexte français que je voudrais aborder deux volets de cette relation entre les administrations et les usagers. Donc d'une part, ce qui est issu effectivement du livre La vie au guichet que j'ai publié il y a déjà un certain nombre d'années, mais donc précisément parce que c'est un terrain déjà assez ancien, je voudrais en profiter pour donner, et ce sera l'essentiel en fait de ma présentation, un certain nombre de transformations qui sont intervenues au cours des 2 dernières décennies en matière donc d'accueil et d'accompagnement social et administratif des populations précaires. Et puis, le deuxième temps de ma présentation sera consacré aux pratiques de contrôle qui ont connu un essor et des transformations assez importantes, même très importantes, là, plutôt depuis le milieu des années 90. Et qui nous permettra donc là aussi de montrer un certain nombre d'évolutions et d'enjeux dans cette relation très particulière. C'est pour ça que je commençais en disant que l'accompagnement, ça n'est jamais que de l'accompagnement. Enfin, il y a de multiples manières de le voir. Ces relations très particulières qui sont des relations de contrôle, de surveillance et parfois et de façon croissante de sanctions. Alors, premier point, première partie de mon exposé, je vais me situer du point de vue des usagers, des clients dans ce qu'on appelle les relations de guichet, pour d'abord balayer de façon un petit peu générale un certain nombre d'enjeux ou de raisons pour lesquelles, précisément, ces relations de guichet ont pu constituer un enjeu où, finalement, se passent des choses et au-delà de la simple routine administrative qui serait qu'une opération neutre, finalement, de remplissage de dossiers et de diffusion d'informations. Premier point que je voudrais souligner, je ne vous ai pas mis le graphique, mais je pourrais vous indiquer les données précises si ça vous intéresse. On assiste à une augmentation continue, sinon à une explosion du nombre de visites au guichet, qui démarre donc depuis qu'on a les statistiques, en tout cas, c'est-à-dire à la fin des années 80, et qui plafonne à la fin des années 2000. L'augmentation de ce nombre de visites est bien supérieure à l'augmentation du nombre d'allocataires, ce qui veut dire que les gens se rendent de plus en plus au guichet et donc expriment par là
des besoins, des demandes qui sont effectivement croissantes. Alors, ce qu'il faut dire immédiatement, si vous avez en tête ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des caisses d'allocation familiale, c'est que les visiteurs qui se rendent au guichet se recrutent, si ce n'est exclusivement, en tout cas de manière extrêmement majoritaire, parmi les fractions les plus précaires des allocataires. Ce n'est pas une surprise énorme, mais c'est tout de même quelque chose qui est important de noter et qui renvoie à toute une série de logiques que je voudrais rappeler brièvement. La première logique, la première raison, c'est que, en quelque sorte, plus les populations sont démunies socialement, mais aussi souvent culturellement, plus le contact direct est constitué et conçu comme le seul moyen véritable, finalement, de rentrer en relation avec l'administration dont on est par ailleurs financièrement dépendant. Sans tomber dans une espèce de vision misérabiliste, qui n'est pas du tout mon point de vue, mais les défauts de maîtrise de l'écrit empêchent bien évidemment l'utilisation du courrier comme mode de contact, y compris les difficultés linguistiques qui sont très très loin d'être réservées à ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle, rendent également beaucoup plus difficile le fait de s'expliquer au téléphone, par exemple, qui implique une capacité à exposer de façon synthétique, à peu près claire, et dans le langage de l'administration, sa propre situation et son propre problème. Voilà, il suffit de penser à vos propres expériences personnelles quand vous parlez au téléphone dans une langue qui n'est pas la vôtre. Vous voyez que c'est en général beaucoup plus difficile que en face à face. Eh bien, voilà, la langue administrative est en quelque sorte une quasi-langue étrangère, et le même écart peut s'observer. D'où la nécessité perçue comme telle par l'essentiel de ces populations culturellement démunies, de rentrer en contact direct, de rencontrer effectivement les personnes pour essayer de se faire comprendre ou en tout cas pour espérer pouvoir être compris et comprendre en retour les indications du personnel administratif. Une deuxième, je vais aller un petit peu plus vite, une deuxième raison, c'est que la nécessité économique conduit au développement de ce que j'appelle ici des attitudes prospectives, c'est-à-dire aller voir si on ne pourrait pas prétendre à telle aide supplémentaire ou recalculer les droits d'une allocation qu'on obtient déjà, donc qui va conduire à multiplier les visites à des fins de demande au moins d'informations, si ce n'est de quasi-doléances à l'égard de l'administration de la protection sociale. Une troisième raison donc, de la surreprésentation des plus précaires, c'est la situation donc, de dépendance économique, de dépendance financière, qui va susciter des situations de quasi-angoisse, en tout cas de crainte quant à la manière dont sont traités les dossiers. C'est par exemple ces personnes qui, alors qu'elles savent que leur allocation va être versée le 5 du mois, c'est la date officielle, viennent systématiquement le 3 et le 4 pour s'assurer qu'elle sera bien versée le 5, parce que leur vie en dépend. Voilà. Et c'est également le cas extrêmement fréquent des craintes qui sont suscitées par la réception de n'importe quel courrier administratif, quand bien même il ne serait pas envoyé en lettre recommandée, qui va mettre dans des abîmes d'angoisse ceux qui les reçoivent, parce qu'ils ne les comprennent pas complètement, et parce qu'ils en anticipent les possibles conséquences négatives, avec des attitudes que j'ai extrêmement fréquemment observé au guichet de personnes qui arrivent avec une lettre de l'organisme qu'ils n'ont même pas décachetée et qu'ils posent sur le bureau en disant « Voilà,
qu'est-ce qu'on me veut encore, hein, expliquez-moi, avec des attitudes qui sont de l'ordre de la quasi-remise de soi, hein, il y a le dossier, et moi, je ne suis pas mon dossier. Occupez-vous de mon dossier, s'il vous plaît, parce que je suis perdu, etc. etc. Bon, autant de comportements dont vous avez sans doute, pour un certain nombre d'entre vous, déjà été témoin. Et puis, il y a également tout ce que j'appellerais, en faisant une référence lointaine à Michel de Certeau, hein, les usages obliques, hein, c'est-à-dire les personnes qui se rendent au guichet sans raison valable, hein, du point de vue de l'administration. Hein. Alors, ce qui a été une surprise assez importante de mon enquête, hein, c'est que, bon, voilà, compte tenu de ce que je savais, c'est-à-dire pas grand-chose, à part mon expérience personnelle limitée d'un organisme de protection sociale. Bon, voilà, je me disais, voilà, c'est un univers, voilà, dans lequel il faut vraiment être obligé d'y aller pour y aller, quoi, hein, voilà, on n'a pas... En fait, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas si simple que ça, puisque pour toute une série de personnes qui, faute de trouver des lieux d'écoute, pour le dire simplement, hein, faute de trouver des interlocuteurs auxquels échanger, demander des conseils, etc., eh bien, se rendent dans des administrations dites de proximité comme ces caisses d'allocation familiale, hein, pour des renseignements qui n'ont parfois rien à voir avec l'organisme auquel ils se rendent. Hein. C'est une sorte de fonction de conseil, hein, d'assistance, les guichetiers se définissant parfois eux-mêmes en référence au modèle du prêtre, hein, qui va incarner une forme d'autorité, donner des conseils, réconforter, écouter, etc., etc., etc. Et ça n'est pas anecdotique, hein, c'est pour une part un facteur explicatif, hein, de ce nombre de visites et de ce recrutement social particulier. Je me souviens avoir fait un entretien avec une personne qui me dit « Mais moi, venir à la CAF, la caisse d'allocation familiale, c'est une sortie comme une autre. » Non, mais quand on sait que les choses ont changé, mais à l'époque, le temps d'attente pouvait atteindre 3 heures, 4 heures, hein, avant d'être accueilli pendant peut-être au mieux 5 minutes, 10 minutes dans les cas extraordinaires par le guichetier. Voilà, ça en dit long sur aussi les conditions de vie et finalement, un petit peu à front renversé, hein, d'une administration qui, loin du monstre froid qu'on se représente, est le dernier lieu où on peut parler, d'une certaine manière. Alors, quelques éléments du côté, cette fois, des agents et un certain nombre d'éléments de transformation. Je vais aller vite ici, sans vouloir reprendre donc l'essentiel du livre. Ce que j'ai essayé de montrer, par une analogie, une référence qui peut paraître un peu lointaine, hein, c'est voilà, la duplicité, hein, du travail d'accueil dans les administrations, en faisant une référence à une œuvre d'un historien médiéviste qui s'appelle Ernst Kantorowicz, et qui a travaillé sur le double corps du roi, hein, dans la théologie médiévale, qui montre comment se constitue la théorie, hein, de la duplicité de la fonction officielle, hein, le roi en tant que fonction, hein, et le roi en tant que dépositaire charnel et temporaire de cette fonction. Et c'est cette distinction, hein, qui permet de penser la constitution de l'État au sens moderne du terme, donc dans sa permanence, qui dépasse finalement, hein, ces incarnations temporelles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est transposer en quelque sorte, de manière un peu provocatrice, si vous voulez, cette théorie aux échelons les plus subalternes de l'administration pour montrer que, finalement, les agents qui peuplent ces administrations sont eux aussi dotés d'un double corps, hein, et que c'est dans la manipulation de cette duplicité, quand je dis manipulation, ça n'est pas forcément ni conscient, ni stratégique, ni encore moins systématiquement tactique, mais voilà, c'est dans ce double jeu que se réalise le travail relationnel. C'est-à-dire que d'un côté, hein, les guichetiers sont les dépositaires d'une fonction officielle, renvoie à
si vous voulez, le type idéal weberien du bureaucrate sans haine et sans passion qui applique de façon anonyme des règles. Et d'un autre côté, eh bien, nécessairement, précisément quand la présence physique et la coprésence physique engagent la personne, y compris dans son corps, là au sens strict du terme, eh bien, c'est un être de chair et d'os, avec son passé, avec ses éventuels stéréotypes, mais aussi avec ses capacités d'émotion, d'empathie, etc., etc. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de montrer qu'il y a une nécessité d'articuler ces deux dimensions pour faire correctement son travail et pour tenir au poste et pour éviter les situations de conflit, parce que si on est tout l'un ou tout l'autre, ce qui est parfois observable, eh bien ça se passe mal. Si on est uniquement du côté de la fonction administrative, eh bien on se fait renvoyer assez régulièrement, précisément, son inhumanité, et c'est parfois ce qui suscite des interactions, si ce n'est physiquement violentes, au moins marquées par l'agressivité des visiteurs. Et si, comme j'ai pu l'observer à quelques reprises, les agents sont uniquement du côté de l'empathie, pleurent avec les gens qu'ils reçoivent, sans être véritablement capables de faire, comme ils disent, la part des choses, et de marquer un temps pour l'empathie, un temps pour l'efficacité de dossier, eh bien ça ne marche pas non plus. Donc voilà ce que j'ai essayé de montrer et ce qui définit finalement la caractéristique du travail relationnel dans un contexte fortement marqué par une grande distance sociale entre les personnes qui accueillent et les personnes qui sont accueillies. Alors par rapport à ce modèle, il y a pas mal de choses qui ont changé et dont je voudrais donner quelques éléments maintenant. Alors, j'ai dit que le nombre de visites avait considérablement et continuellement augmenté jusqu'à la fin des années 2000. Ensuite, elles ont plutôt diminué. Non pas que la demande et le besoin aient diminué, bien au contraire, mais parce qu'il y a eu toute une stratégie organisationnelle et institutionnelle pour limiter, en fait, les visites pour des tas de raisons. D'abord parce que ce sont souvent des interactions difficiles, thématisées sous l'angle des incivilités, de l'agressivité, etc., etc. Et ensuite, tout simplement, parce que c'est très coûteux en personnel. Et donc, dans une période de contraction des dépenses publiques, eh bien, on évite. Voilà. Donc, toute une série de filtres ont été imposés, le pré-accueil, des bornes dans les halls d'accueil qui vont donc prélever une partie des visiteurs possibles et donc les empêcher de fait d'aller jusqu'au guichet. Et la dernière innovation en date, la fermeture de l'accueil en libre accès au profit de systèmes de rendez-vous. Alors, ça peut paraître très technique, mais en fait, c'est extrêmement important, parce que, si vous voulez, là, j'ai été, un petit peu étonné, même si on comprend les raisons de ce type de nouveaux dispositifs, parce que un certain nombre de travaux que j'ai faits, notamment cet ouvrage, est assez lu par les cadres de l'organisme considéré, et s'ils l'ont lu, enfin voilà, c'est en totale contradiction avec, non pas les préconisations que je donne, parce que je n'en donne pas, mais les leçons qu'on pourrait en tirer. Pour toute une série de raisons, notamment le fait que, vous le savez, pour l'avoir sans doute aussi vous-même vécu, quand il s'agit des populations précaires, je veux dire, la prise de rendez-vous, je sais déjà, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire. Donc, c'est faire reposer sur les personnes la responsabilité de la démarche de la prise de rendez-vous, d'honorer en temps et en heure le rendez-vous, etc., etc. C'est de fait sélectionner et laisser de côté une partie non négligeable de ces visiteurs potentiels au moins qui se rendaient facilement en cas de libre accès, mais qui ne vont jamais faire les démarches nécessaires au rendez-vous. Donc voilà,
La fin du guichet, on n'y est pas tout à fait encore, mais d'une certaine manière, on s'en rapproche ou on va un petit peu dans ce sens-là, parce qu'il y a tout simplement des fermetures. Hein, voilà, les antennes délocalisées ferment pour des raisons d'économie, et donc il y a cette forme de spécialisation de l'accueil sur les cas difficiles avec ces pratiques de rendez-vous, et la fameuse dématérialisation, hein, qui conduit à donc faire préférer les contacts indirects par les technologies de l'information et de la communication aux contacts physiques directs. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais si vous avez en tête ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure à propos, hein, des raisons pour lesquelles les personnes se rendent au guichet, vous voyez que bon, l'écart, hein, qui peut finalement séparer les capacités de communication d'un certain nombre de populations et les exigences du maniement à peu près aisé, hein, de formulaires sur Internet est extrêmement grand et pose des problèmes, hein, y compris en termes d'accès aux droits, hein, ce dont le dernier film de Ken Loach a donné une très bonne illustration pour celles et ceux qui l'ont vu. Alors, quelques mots maintenant. Il me reste combien de temps? 5 minutes? Bon, alors je vais être ultra rapide sur ce point. Quelques mots maintenant sur quelque chose qui s'est très très fortement développé, pas seulement en France, je sais que c'est également le cas en Suisse et dans la plupart des autres pays européens, qui renvoie donc à ce nouvel impératif qui est le renforcement du contrôle et de l'efficacité des contrôles des bénéficiaires d'aide sociale. Je vous signale d'ailleurs, pour celles et ceux que ces questions intéressent, qu'il y a eu il y a quelques années un très bon numéro d'une petite revue éditée ici qui s'appelait Carnet de bord, puisque je crois qu'elle a disparu. Pierre-Antoine, tu confirmes, hein, voilà. C'était bon, sur les abus. Hein, voilà. Alors, thématisation des abus qui n'est pas spécifique au domaine de la protection sociale stricto sensu, hein, qui renvoie aussi à toute une série d'autres domaines, notamment pour tout ce qui renvoie aux procédures de demande d'asile, etc. Hein. Et je vous signale là aussi référence locale qui a une excellente thèse qui a été soutenue à Géopolis, pas très loin d'ici, au mois de juin, par Jonathan Miaz sur les pratiques, hein, de l'asile en Suisse, qui est, je crois, appelé à faire référence en la matière et qui montre aussi comment la question des abus et le souci, hein, des abus et la nécessité du contrôle ont été développés au cours de ces dernières années. Donc, renforcement du contrôle sur lequel je ne reviendrai pas, ce serait beaucoup trop long. En tout cas, dans le contexte français, ce qui n'est pas la même chose que dans le contexte ni états-unien, ni britannique, ni néerlandais, par exemple, les questions de contrôle étaient plutôt mal portées, pour le dire comme ça, c'est-à-dire étaient considérées plutôt comme un mal nécessaire, disons, le côté obscur de la protection sociale, si vous voulez, hein, et dont on ne parlait pas trop et dans lequel les organismes eux-mêmes étaient relativement peu investis. Depuis, grosso modo, le milieu des années 90, les choses ont considérablement changé et le contrôle est devenu l'objet d'un investissement à la fois politique, technologique, organisationnel extrêmement fort. C'est devenu une question et c'est devenu un axe central des politiques institutionnelles de traitement administratif des populations précaires. Alors, première tension que je voudrais indiquer dans l'évolution de ces pratiques d'accompagnement particulières que sont les pratiques de contrôle, une tension entre ce qu'on peut appeler à la suite notamment de Michael Lipsky le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire la capacité des agents, y compris à des échelons subalternes, d'évaluer avec leurs propres critères les situations, de déployer des marges de manœuvre, d'apprécier les cas et les réponses qui leur sont données. Donc, et tension entre ce pouvoir discrétionnaire qui est important et des formes de standardisation. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir enquêter sur ces questions à des époques différentes, ce qui me permet d'avoir une comparaison dans le temps. Et au début des années 2000, hein,
Le contrôle était essentiellement organisé par des visites à domicile, avec des contrôleurs qui se voyaient diligenter des enquêtes et qui se rendaient seuls au domicile des bénéficiaires, en étant extrêmement peu encadrés, en fait. Et alors, loin de moi l'idée de verser dans une critique facile de ce qui serait l'arbitraire bureaucratique, mais en tout cas, voilà, ils faisaient un petit peu avec les moyens du bord, avec leur propre manière de penser les situations et leurs fonctions, sans être véritablement eux-mêmes très contrôlés. Donc, un travail très social d'une certaine manière, puisqu'il y avait une enquête approfondie et quelque chose qui était de l'ordre de la sensibilité, de l'interprétation, de la compréhension, mais avec des différences de pratique extrêmement importantes et donc des choses parfois un petit peu aléatoires. Alors, depuis, il y a une tendance très, très forte à la standardisation de ces pratiques, avec toute une série de nouvelles règles qui encadrent cette fois juridiquement le travail des contrôleurs, mais aussi avec un certain nombre d'outils. Puisque j'ai plus tellement de temps, je vais passer très très vite pour quand même avoir le plaisir de vous donner quelques illustrations. Voilà. Ça, par exemple, c'était au début des années 2000, le petit formulaire qui était à disposition des contrôleurs pour juger de la grande question: est-ce que cette femme qui vit seule vit bien seule? Alors, le mythe du contrôleur, c'était, voilà, on va compter le nombre de brosses à dents dans la salle de bain, ou regarder si dans le placard, il n'y a pas une paire de chaussures de taille 45, ce qui est a priori pas la propriété de la personne qui dit vivre seule. Et puis, bon, voilà, il y avait un certain nombre de critères. C'était un tout petit peu formalisé, mais voilà, je laisse les découvrir rapidement. Il y avait quand même beaucoup de parts d'appréciation dans tout ça. Aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez un tableur Excel avec un certain nombre de critères qui sont, là, c'est une toute petite partie, il y en a 47, si mes souvenirs sont bons, qui sont eux-mêmes pondérés. Donc là, on ne le voit pas, mais à chaque onglet, à chaque onglet correspond des réponses oui, non, etc., etc. Et puis, vous voyez le petit smiley qui est en haut, qui est rouge. En fait, c'est une fois que l'ensemble des critères ont été renseignés, c'est le tableur qui calcule automatiquement. Donc voilà. Ça, en quelque sorte, ça détache complètement la décision du travail d'appréciation du contrôleur. Autre exemple, voilà à quoi ressemblait un rapport de contrôle au début des années 2000. Donc la matérialité du rapport dit déjà quelque chose. Et ensuite, c'est une lecture qui peut être intéressante. Certains contrôleurs prenant à cœur leur pulsion littéraire pour se faire des sortes de Balzac, de Balzac du pauvre, si vous voulez, avec des descriptions très circonstanciées. Voilà à quoi ça ressemble à la fin des années 2000, donc voilà. Et puis voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est-à-dire, donc voilà, en fait, des rapports de contrôle qui sont complètement intégrés dans le système dit de production, saisis avec des rubriques qui sont obligatoires et directement versés ensuite pour le traitement des dossiers. Deuxième grande évolution, puisque je dois conclure, si le contrôle via l'enquête à domicile, donc encore une fois, le contrôle rapproché était constituait l'essentiel des pratiques de contrôle. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes, puisque à ce contrôle à domicile, avec la dimension que j'ai appelée compréhensive tout à l'heure, à ce contrôle à domicile, se sont ajoutées toute une série d'autres techniques que vous devez connaître également. Donc, des échanges automatisés de données qui permettent de débusquer les éventuelles contradictions entre les déclarations d'une administration à l'autre.
à l'autre, pardon. Et puis, un outil statistique, là, qui est vraiment aujourd'hui au cœur du dispositif de contrôle, qui est le data mining. Je ne sais pas si en Suisse, mais j'imagine que dans certains cas, au moins, c'est utilisé. Donc, une sorte de modélisation statistique prédictive qui va, sur la base d'un calcul assez complexe de corrélation, établir des, entre guillemets, scores de risque. En fonction d'un très très grand nombre de paramètres. Et sur la base de ce calcul de score de risque, on va cette fois donc diligenter des enquêtes approfondies. Donc, pour conclure, puisque c'est l'heure de conclure, je crois, ce que j'ai essayé de montrer en indiquant comme ça ces petites notations, c'est à la fois toute une série d'enjeux dans les relations, mais c'est aussi des transformations dans ces relations. Alors, ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi de pouvoir vous dire, eh bien voilà, il y a une signification unique de tout ça et une orientation globale qui est univoque. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Et donc, même s'il y a des formes à la fois de standardisation, d'automatisation, que pour reprendre l'expression d'un de mes interlocuteurs institutionnels, on est passé de l'artisanat à l'industrie, cette évolution n'est pas univoque. Je voudrais simplement noter un certain nombre de points de tension qui dessine à la fois des évolutions, mais aussi des oppositions qui persistent aujourd'hui. Donc, il y a un grand débat sur la place du droit aujourd'hui dans l'administration de la protection sociale et de façon générale dans l'action publique, de plus en plus concurrencée par les chiffres, via notamment les techniques néo-managériales. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en fait une alliance de la statistique et du droit, beaucoup plus qu'un remplacement du droit par la statistique, les indicateurs de gestion, etc. etc. Deuxième point, proximité-distance. Alors, après ce que je viens de dire, on pourrait être tenté de conclure que effectivement la distance est croissante. La relation à distance prend le pas sur la relation de proximité. C'est globalement vrai. En même temps, notamment dans les pratiques de contrôle, les enquêtes à domicile sont loin d'avoir disparu. Simplement, elles se sont encore davantage spécialisées et focalisées sur les cas les plus difficiles. Les cas les plus complexes, qui sont aussi les cas des personnes en situation les plus précaires. Et d'une certaine manière, elles sont encore plus nécessaires aujourd'hui qu'hier, puisqu'elles sont aussi censées être le moyen le plus efficace pour réguler ces situations les plus difficiles. Donc, pouvoir discrétionnaire, standardisation, il y a une évolution vers la standardisation, je l'ai montré. En même temps, les marges de manœuvre sont très très loin d'avoir disparu. Et on observe, par exemple, toujours, ce qui est quand même assez surprenant, et il faudrait une enquête supplémentaire pour pouvoir l'expliquer complètement, malgré tout ce travail de standardisation, se maintiennent des écarts entre individus, entre contrôleurs, dans les pratiques qui sont extrêmement forts. On pourra aussi éventuellement en parler tout à l'heure. Et puis, voilà, d'une certaine manière, on pourrait se dire que il y a une évolution qui, d'une relation, disons, directe et chaude, physique, au contact, avec la prise en compte des caractéristiques personnelles, etc., vers quelque chose qui, en étant à distance, est déshumanisé. Alors ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez fort, mais il est peut-être un peu tôt, et puisque je n'ai pas l'habitude de verser dans la science sociale fiction, je laisserai cette question ouverte en vous remerciant de votre attention. Un très grand merci à vous, Monsieur Dubois, pour cette présentation très riche et très intéressante. On va prendre quelques questions. Je ne vois pas de main, n'hésitez pas.
Oui, là-bas, je crois. Je vous remercie pour l'exposé, vraiment extrêmement intéressant. Ce qui m'a beaucoup parlé, étant chef de service d'un grand service, c'était la question sur les rendez-vous. Rendez-vous, donc la réception, l'accueil. Est-ce qu'on fait un guichet pour accueillir les gens librement? Est-ce qu'on fait sur rendez-vous, avec toutes ces tensions entre les ressources à disposition et puis les besoins de la population? Puis j'entends complètement aussi tous les effets de personnes qui s'adressent à des guichets avec des questions a priori hors propos. Donc là, peut-être pouvez-vous approfondir quelque chose sur la réflexion des besoins des personnes les plus vulnérables. Ce n'est pas nécessairement non plus toutes les personnes qui sont pauvres qui sont dans cette situation-là, parce qu'il y a des personnes en situation de pauvreté avec bien des compétences, mais il reste un volet de personnes qui sont en difficulté de pouvoir comprendre la langue ou la parler, la langue administrative. Je ne sais pas si vous arrivez à nommer quelques éléments supplémentaires pour dire comment prendre en compte ce champ de tension finalement. Oui, alors il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, moi je fais ce constat en tant qu'observateur extérieur, mais je comprends parfaitement la situation difficile dans laquelle sont placées les personnes qui dirigent ce type d'organisme. Et donc voilà, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Ça, c'est une première manière de répondre. Une deuxième manière de répondre, c'est que il ne s'agit pas non plus de glorifier le travail d'accueil et sa capacité à satisfaire des demandes sociales. On peut se poser la question de savoir si finalement ces personnes qui sont au guichet sont les mieux à même et les mieux formées pour en quelque sorte répondre à ces besoins. Et bon, le fait de poser la question aussi est une manière de commencer déjà à y répondre. Parce que il faut rappeler que ce sont des petits fonctionnaires, le terme n'ayant absolument rien de péjoratif dans ma bouche, qui en fait descendent de leur bureau pour faire de l'accueil et qu'ils sont, alors les choses ont un petit peu changé, mais très très peu formés à la relation, qu'ils sont très bien formés à la législation et à la technique, mais pas du tout aux questions sociales de façon générale. Donc, si vous voulez, pour simplifier un petit peu les choses, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette bureaucratisation du travail social, au deuxième sens que j'ai évoqué, est pour une part le produit de la bureaucratisation du travail social au premier sens que j'ai évoqué, c'est-à-dire que le monde social ayant horreur du vide, ce qui ne peut pas, ou ce qui ne peut plus, ou ce qui peut moins être résolu dans les échanges avec ceux qui font profession de travail social, eh bien, en quelque sorte, c'est un petit peu simpliste de le présenter comme ça, mais c'est une dimension, en quelque sorte, déporté et reporté vers ces personnes a priori accessibles. Donc je pense que on ne peut pas penser la question de l'accueil et du rôle social des fonctionnaires de proximité indépendamment de ces transformations beaucoup plus globales. En disant ça, j'ai bien conscience de ne pas vous donner de réponse directement opérationnelle, mais en même temps, je pense que c'est la bonne manière de poser la question. Bon. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à cette amusante feuille Excel que vous nous avez montrée. Parce que vous avez parlé qui renvoie à ce souci qu'on a du contrôle que les personnes sont bien dans la situation dans laquelle ils prétendent être, et aussi du souci qu'il y a autour de la responsabilité du concubin ou de la personne qui vit maritalement par rapport à la prise en charge, qui renvoie à toute une vision du couple. Mais vous parlez un peu de déshumanisation. Il y a bien des gens qui ont créé l'algorithme visiblement assez simple qui est derrière la feuille Excel, qui va pondérer les 47 items qui doivent être complétés. Est-ce que vous avez enquêté sur comment on a construit la formule?
Et comment on a construit les 47 ? Alors, je n'ai pas d'éléments de réponse extrêmement précis, hein, mais ce que j'ai enquêté sur ce type d'outils, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une espèce de technostructure extrêmement développée maintenant dans les organismes de protection sociale, hein, avec des ingénieurs, des statisticiens, hein, qui justement font ce type de travail. Alors, ça n'est pas totalement indépendant de la pratique, hein, mais c'est en quelque sorte une strate, hein, qui vient du haut beaucoup plus qu'elle n'est issue de l'expérience de terrain. Ce qui est d'ailleurs au principe d'une difficulté assez importante de la mise en œuvre de ce type d'outils, c'est l'appropriation de ce type d'outils par les agents, hein, qui souvent, justement, d'abord, ils doivent être formés à ça, sont chamboulés dans leurs habitudes de travail, et aussi et surtout se sentent en fait dépossédés de ce qui faisait l'intérêt de leur travail, c'est-à-dire justement la capacité d'interprétation, hein, le goût de l'enquête, savoir débusquer effectivement une situation, puisque là, la part, on va dire, de l'enquêteur, voire la part de travail quasi intellectuel, si on peut dire, d'interprétation des situations, est réduite à la portion congrue quand il s'agit plus que de cocher des cases. Alors, ça a aussi un effet, et ça renvoie à quelque chose que j'ai pu observer dans le suivi longitudinal des dossiers, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans une formulation sociologique classique, hein, les progrès de la division sociale du travail de contrôle, hein, et de sanction. Hein. C'est-à-dire que tendanciellement, on est passé d'une phase dans laquelle, au cours de laquelle les contrôleurs eux-mêmes avaient non pas officiellement un pouvoir de décision, mais en fait concluaient leur rapport d'une telle manière qu'elle préparait et quasiment imposait la décision. Donc il y avait une forme d'engagement dans le travail et de responsabilisation de l'agent de base qui était assez forte, avec toute une série de conséquences, notamment des conséquences de prudence, hein, et de prise en compte justement de l'ensemble d'éléments de contexte qui permettaient d'apprécier les situations. Aujourd'hui, quand on regarde la façon dont s'opère le chaînage, hein, des dispositifs de contrôle, donc voilà, il y a d'abord les contrôles automatisés qui vont faire tomber dans la corbeille, c'est le terme qui est employé, un certain nombre de dossiers. On ne sait pas trop comment parce que c'est l'ordinateur qui calcule. Ensuite, il y a une enquête qui est diligentée, avec donc un rapport extrêmement formalisé, comme vous l'avez vu sur l'écran d'ordinateur que j'ai montré. Ensuite, ça passe automatiquement à des commissions de contrôle qui statuent sur ces dossiers sans avoir véritablement le pouvoir de décision et en se fondant sur donc, les éléments de plus en plus réduits, en fait, à des simples critères réglementaires stricts et de moins en moins globaux sur la situation. Et ensuite, tout ça est transmis à l'équipe de direction qui, in fine, décide. Donc, il y a, si vous voulez, un morcellement et une dilution de la responsabilité qui fait que chacun fait correctement son travail. Hein, il ne s'agit absolument pas de dire que ce soit les contrôleurs ou les membres des commissions, sont des espèces de sadiques qui cherchent qu'à assommer les pauvres, comme disait Baudelaire. Hein. C'est pas du tout ça. Chacun fait son travail avec une sensibilité, dans son âme et conscience, etc., mais en étant détaché, hein, d'une forme de responsabilité qui fait que, bon, voilà, de toute façon, moi je fais mon travail, ma petite portion est là, et la décision, c'est pas moi qui la prends. Hein. Et ça a un effet donc, de déréalisation très fort, hein, puisque les personnes, à part le contrôleur, personne ne les rencontre directement, sauf quand il y a des recours, parfois des procès, etc. Hein. Ça a un effet de déréalisation et de déresponsabilisation qui a pour conséquence ultime un extrêmement fort renforcement des sanctions, hein, qui sont beaucoup plus nombreuses et sévères qu'auparavant. Merci beaucoup.
on va arrêter là. Si vous avez des questions, je suis sûr que Vincent Dubois restera encore un peu avec nous et vous pouvez lui adresser des questions. Merci. Merci.